souveraineté dépendra de ce que nous arriverons à faire, en particulier sur la professionnelle. Donc, on attend énormément de projets sur ce sujet-là. Dans le format, ça a déjà commencé à être évoqué. Moi, j'attirerai particulièrement l'attention sur le caractère transverse au projet. Je crois beaucoup aux projets qui arriveront entre guillemets, à mettre de la cohérence entre ces 4 volets qui ont été énoncés par Nathalie, c'est-à-dire de l'attractivité finalement, du lien avec des formations académiques, du lien avec des formations professionnelles, mais ce lien aussi avec la recherche. C'est toute la philosophie des campus, des métiers, des qualifications, mais ça n'est pas, enfin voilà, ça me semble en tout cas une belle façon d'agencer les choses. La deuxième chose, c'est le caractère très structurant de vos projets. Essayez toujours d'avoir l'ambition la plus forte. Et dans le Tour de France qu'on a pu faire parfois, on se rend compte que vous vous bridez et on a envie de vous dire déposez le maximum car le défi, encore une fois, est exceptionnel. François Jaminet rappelait en clôture de notre événement qu'il y avait potentiellement jusqu'en 2030 jusqu'à 100 000 jeunes qui ne seraient plus présents dans nos classes. Et donc, si nous ne réussissons pas collectivement à orienter nos jeunes, à leur donner un avenir, eh bien, nous perdrons une force de travail qui est équivalent à une région académique pour nous en termes de jeunesse. La troisième chose qui me paraît fondamentale, et on le voit aussi au niveau européen, c'est la présence et la proximité avec le monde économique. Je pense que les projets, alors certains n'en auront peut-être pas l'usage, mais la grande majorité des projets devraient intégrer dans leur gouvernance le monde économique au plus près. Et quand je dis intégrer dans la gouvernance, ce n'est peut-être pas laisser un siège, c'est vraiment construire ensemble, les impliquer au plus près de la conception, de travail sur les cartes et autres. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, on attend des projets avec des consortiums à l'échelle qui décloisonnent finalement notre univers de l'éducation au sens large. Je crois qu'on est en train de vivre une révolution du paysage éducatif et essayons de la construire ensemble avec cet appel à projet qui nous permet de mettre des moyens au bon endroit sur les transformations qui sont indispensables pour notre pays et pour France 2030. Merci beaucoup pour le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur souhaite dire un mot? Alors, je ne sais pas, Caroline avait des problèmes de connexion. Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui souhaitaient prendre la parole, qui soient porteurs ou associés de l'AMI CMA? Très bien. Donc, alors, on a encore des messages sur le fait que certains n'entendent pas. On fait rentrer dans la visio au fur et à mesure. Il semble qu'on ait des petits soucis de salle d'attente. Effectivement, on reçoit des messages un peu de toutes parts. La jauge est à 1000 et on n'est que 273 pour l'instant. Donc, on a un petit souci technique visiblement quelque part. Donc, d'une part, ce qu'on va faire, c'est d'enregistrer la séance, ce qui permettra de la diffuser à tous les non-participants. Et peut-être que c'est nécessaire d'organiser une nouvelle séance avant celle du 22, donc une séance de la semaine prochaine. On pourra même essayer d'en caler une autre entre-temps pour essayer de rattraper le coup. Alors, avant de laisser la parole aux opérateurs, également attirer votre attention sur les nouveaux défis qui sont inclus dans ce cahier des charges. Je pense à celui de l'inclusion, à celui de la diversité, à celui de la mixité, puisque nous avons mis des éléments sur un tiers de mixité, qu'elle soit en tout cas faire venir un tiers de filles dans les formations où il n'y en a pas et inversement un tiers de garçons sur des formations identifiées comme plus féminisées. L'idée étant d'avoir des jalons sur ces étapes, sur les objectifs que vous fixeriez, également un sujet sur l'engagement des générations, des jeunes, peut-être dès la rédaction de votre projet, mais en tout cas ce sujet de l'engagement sur les formations que nous allons proposer à notre jeunesse, de l'engagement des jeunes est un sujet essentiel. Et enfin, sur le sujet environnemental, vous avez vu, c'est un AMI qui axe davantage en tout cas cette question, cet enjeu dans l'AMI, dans cette nouvelle version du cahier des charges. Donc c'était des défis et des enjeux qu'il était important de souligner et je laisse désormais la parole donc aux opérateurs pour vous décrire les différentes étapes
ce qui a changé, ce qui est identique, et là où nous vous attendons nombreux. Merci Nathalie, merci SGPI. On va commencer donc cette présentation qui va successivement s'intéresser au diagnostic et au dispositif de formation avant d'arriver aux questions-réponses. On va immédiatement démarrer sur les diagnostics, puisque sur ce slide et ce document, vous en aurez bien sûr la possibilité de le télécharger. On ne m'entend pas. Alors, est-ce que tout le monde confirme? On ne m'entend pas. On m'entend. Bon, alors, la technique ce matin nous pose un petit souci. Donc, je poursuis. Concernant les diagnostics, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements par rapport à la saison 1, puisque la soumission de votre projet de diagnostic se fera toujours sur le site de soumission de l'ANR. Il est recommandé, lorsqu'elles seront mises en ligne, de bien vérifier les fiches thématiques de chacune des stratégies concernées qui pourraient, à l'occasion de leur mise à jour, limiter le périmètre des diagnostics souhaités. Et du coup, on est exactement dans le même timing, donc choix d'une ou plusieurs thématiques, dépôt sur le site de l'ANR et un traitement qui sera désormais au fil de l'eau, ce qui a peut-être à peu près un changement, mais qui impacte peu celui que vous avez connu. Donc, vos diagnostics seront traités en moyenne sous un mois et demi. Donc, aujourd'hui, les comités qui vont les examiner sont cadencés à un rythme mensuel. Et donc, s'ils arrivent dans un délai suffisant pour traiter la partie d'éligibilité opportunité qui, elle, reste en vigueur, c'est le prochain comité qui statuera sur vos propositions. Et donc, le délai moyen devrait se situer autour d'un mois et demi. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans le chat. Et on en prendra compte. Alors, compte tenu du fait de l'effectif plus restreint que prévu que nous sommes, si jamais on a un petit souci technique avec le chat, à ce moment-là, on ouvrira les micros et on fera à l'ancienne. Concernant les diagnostics, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup plus de choses à vous dire, à part un point très important. Le point important, c'est le contenu du diagnostic et la vocation des diagnostics. Comme vous le savez, la MICMA a pour objectif de préparer aux compétences, aux métiers et aux emplois de 2030. Donc, le diagnostic doit permettre de porter une évaluation quantitative, y compris par niveau de formation, à échéance de 2030. Autrement dit, de fixer l'objectif qui trouvera une réponse ensuite dans les dispositifs de formation. La première saison sur les diagnostics a donné des résultats assez inégaux. Ils sont tous d'un grand intérêt sur les tendances, évolutions, réflexions sur les évolutions des filières, des métiers. Mais concernant le monde de la formation, nous avons besoin de partir d'une cartographie de l'existant, de faire une estimation de l'évolution des systèmes actuels vers 2030 en les quantifiant, et aussi d'éclairer en 2030 quelles seraient les nouvelles compétences auxquelles il faudrait pouvoir répondre et qui donc doivent conduire à proposer des dispositifs de formation dans l'intervalle pour combler ce besoin. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'un bon diagnostic, pour nous, c'est d'abord un diagnostic avec des formations assez identifiées, cartographiées, et des évolutions en termes de quantité, en termes d'effectifs. Alors, j'ai vu passer une... C'est pour inciter à commencer à poser des questions. Alors, vous souhaitez poser des questions tout de suite ou est-ce qu'on finit de dérouler Donc, on va noter les questions. Donc, concernant les diagnostics, on vous rappelle simplement aussi que la décision de publication du diagnostic, comme certains nous l'ont parfois écrit, n'appartient pas à la Caisse des dépôts. Et donc, il appartient à l'État, et en particulier au SGPI, d'apprécier si, notamment pour les raisons que je viens de vous indiquer, toujours sur des critères très quantitatifs, très matériels, si on peut ou pas les utiliser pour fonder et calculer l'écart entre la situation actuelle et l'objectif 2030. Voilà
l'essentiel concernant les diagnostics. La deuxième partie du dispositif, comme vous le savez, consiste à déposer des projets de dispositifs de formation. Il y a deux grandes innovations dans la saison 2. La première grande innovation, c'est celle qui consiste à déposer dans un premier temps une lettre d'intention, ce dont je vais vous parler. Et la deuxième grande innovation consiste aussi à les déposer au fil de l'eau. Qu'il s'agisse des diagnostics ou des dispositifs de formation, lettre d'intention, l'ouverture du site de soumission pour les diagnostics, site de l'ANR sera ouvert à partir du 19. Pour les lettres d'intention, l'ouverture se fera sur le site Démarche simplifiée. Et donc, quelques mots sur cette lettre d'intention. Cette lettre d'intention va faire l'objet d'un formulaire que vous pourrez télécharger sur le site de l'ANR. Vous devrez renseigner ce document. Évidemment, il sera soumis à une petite épreuve d'éligibilité et d'opportunité. Autrement dit, le descriptif sur 2 pages doit être quand même suffisamment précis et viser les principales dispositions du cahier des charges en apportant des réponses, notamment sur la composition du consortium, sur la nature précise des formations que vous visez, mais également aussi sur le nombre d'apprenants. Donc, il faut tenter d'être quand même dans un dispositif assez avancé pour proposer une lettre d'intention. Ces lettres d'intention, nous aurons un délai de réponse assez rapide, de l'ordre de 3 semaines calendaire, donc à peu près 15 jours ouvrés, sous une forme de réponse qui sera soit positive, et vous aurez ensuite un délai de 3 mois pour déposer votre candidature à un dispositif de formation, et Rodolphe va vous parler de cette deuxième étape ensuite. Si l'avis est mitigé ou négatif, il vous sera indiqué de la même manière. L'intérêt de ce dispositif, vous l'avez bien compris, c'est que sous un délai excessivement rapide, il vous est possible de modifier votre lettre d'intention et de la redéposer. Et donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous sommes maintenant dans un dispositif au fil de l'eau. Autrement dit, en dehors du mois d'août où probablement l'activité sera plus paisible, vous pouvez, dès la semaine prochaine, préparer les lettres d'intention après avoir téléchargé les templates sur le site de l'ANR et vous aurez un peu de saisie à faire sur le site Démarche simplifiée. Je vais m'en tenir là pour cette description et je pense que Rodolphe va prendre la suite. Et après tout ça, donc, on arrivera au dispositif des questions-réponses. Merci Michel. Rodolphe Dalle pour l'ANR. Ravi de partager ce moment avec vous et de repréciser un certain nombre de points sur le dépôt de candidature des dispositifs de formation. Finalement, c'est toi qui avais la tâche la plus difficile, Michel, puisque sur le dépôt des candidatures, les choses ont assez peu bougé en somme. Donc, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui étaient déjà présents lors de la première saison. Et simplement, l'idée, c'est de repréciser ensemble un certain nombre de points et reclarifier peut-être à l'occasion des échanges certains éléments. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'être assez bref et assez concis. Pour repositionner les choses, donc si la lettre d'intention obtient un retour positif, eh bien, vous aurez 3 mois pour déposer votre dossier complet de la même manière que préalablement. Et donc, votre dossier est un dossier d'une 15aine de pages avec annexe financière et lettre d'engagement, avis du recteur, si vous êtes dans le cadre de la formation pré-bac. L'idée peut-être sur ces dossiers, c'est d'avoir bien en tête qu'ils doivent être faciles finalement à lire pour un jury, qui est un jury, Nathalie l'a dit, qui va être élargi et qui du coup ne sera pas forcément composé exclusivement de spécialistes de l'éducation en tant que telle, puisqu'on aura aussi des entreprises qui vont venir grossir le jury. Donc c'est important de bien penser à avoir une capacité à mettre en place un dossier qui soit lisible par le plus grand nombre, le plus facile finalement à appréhender dans les intentions, de façon à ce qu'on puisse avoir la meilleure approche finalement de votre dossier. Je crois que c'est important de dire qu'on a besoin à la fois d'expertise au fond,
mais dans une clarification de l'expression et de la manière de présenter les choses pour que l'approche soit aisée et facile. Pour revenir plus en détail sur le dossier, il est composé en gros de 3 grands volets. Un premier volet autour de la description du projet de dispositif de formation et d'attractivité, qui présente le contexte, qui décrit de manière précise le ou les dispositifs de formation et d'attractivité mis en place, qui cherche à mettre en évidence les résultats et la mesure d'impact et les modalités de diffusion. Ce qui me paraît important de souligner, c'est l'importance de bien mettre en évidence tout à la fois les volets du nouveau cahier des charges que vous allez viser, en sachant, comme l'a dit Nathalie, je ne fais que le redire, mais je crois que c'est important parce que ces volets sont nouveaux, donc c'est important de le souligner, en sachant qu'ils peuvent être combinés. Et l'autre point extrêmement important, c'est l'appui sur les stratégies nationales, puisqu'en fait, les volets sont nouveaux, les stratégies nationales étaient déjà présentes dans le dossier préalablement. Donc là, il y a une combinatoire à mettre en place qui montre finalement la manière dont vous voulez arrimer votre projet à la logique globale France 2030. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce descriptif de projet. C'est pour ça que je le souligne de manière un peu forte. Pour le reste, vous savez lire comme moi, donc ce n'est pas la peine que je redécrive beaucoup plus en détail. L'autre point que je voulais souligner, c'est la dimension indicateur, quantification. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque sur le site de soumission, on va vous demander de rentrer un certain nombre d'éléments qui vont quantifier la manière dont votre projet va pouvoir venir accélérer un certain nombre de choses. Vos dispositifs de formation, ils vont porter sur à la fois des jeunes qui vont être formés en formation initiale classique, mais aussi par apprentissage, qui vont venir solliciter des publics de formation continue et accompagner le développement professionnel d'un certain nombre de salariés ou permettre le retour à l'emploi d'un certain nombre de personnes qui en sont éloignées. Donc, il me semble extrêmement important que vous ayez en tête qu'au-delà de la dimension structurelle que le consortium va pouvoir venir mettre en place, eh bien, il y a aussi toute une série d'éléments d'informations quantitatives qui sont des intentions d'action et des résultats projetés à échéance 2030. Et comment progressivement, entre le moment où vous déposez le dossier, le moment où votre projet démarre et le moment où finalement le projet se clôt, eh bien, comment vous ménagez des paliers qui vont permettre une progression de chacun de ces indicateurs. Sur l'organisation et le pilotage du projet, le consortium est évidemment un élément central. Rappelez que ce consortium doit être composé de plusieurs parties. Ces parties, ce sont bien sûr des organismes de formation, mais ce sont aussi des acteurs finalement de l'emploi et ce sont aussi des entreprises. On pourrait le résumer un peu comme ça. Les gens qui vont permettre d'accéder à l'emploi d'une manière ou d'une autre, des gens aussi qui vont être au cœur des questions d'orientation. Il est important de souligner, puisqu'il y a un volet attractivité qui est nouveau, il est important de souligner que, évidemment, si on veut former des gens au niveau bac, si on veut former des gens au niveau bac plus 2, bac plus 3, au niveau bac plus 5, au niveau doctorat, eh bien, il faut qu'antérieurement, on ait les cohortes suffisantes. Si on a, je vais prendre un exemple tout simple, hein, mais si on a 100 bacheliers et qu'on vise au niveau bac plus 2, bac plus 3, 150 personnes, ben on voit bien qu'on a un problème d'emblée de vivier. Donc, la question finalement de l'organisation du consortium doit répondre aussi à ces enjeux de vivier. Et puis, évidemment, aux enjeux d'insertion qui sont fondamentaux pour France 2030. Le pilotage du projet est un élément extrêmement important. On a besoin d'avoir un chef de file qui soit bien identifié, qui soit organisé et qui dispose des ressources matérielles et humaines pour pouvoir conduire le pilotage du projet et du coup amener les résultats à la hauteur de ce qui est visé. Et enfin, on va vous demander de réfléchir à la pérennisation des dispositifs. Finalement, la MICMA, c'est un dispositif d'accélération, mais ce n'est pas un dispositif de maintien récurrent finalement d'une offre de formation. C'est comment on fait pour transformer une offre de formation, comment on peut créer des choses nouvelles par rapport à ce qui existe, mais ça n'a pas vocation à garantir le fonctionnement en période normale.
Enfin, le troisième volet du projet, ça concerne la dimension financière et donc toute la justification des dépenses du projet. Et là-dessus, on a besoin d'avoir une clarification de ces dépenses par volet. On y reviendra peut-être ultérieurement dans une diapositive qui est juste après. Oui, je veux bien. Merci. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il y avait une question dans le chat qui est passée, j'ai vu, sur est-ce qu'on peut clarifier un peu les choses autour de ces volets. Ben, ça tombe bien parce que c'est la diapo qui vient à l'instant. Les volets, Nathalie les a évoqués tout à l'heure. Ils sont au nombre de 4. Un premier volet autour des dispositifs transversaux d'attractivité et d'innovation. C'est ce que j'essayais de dire de manière toute simple tout à l'heure. Si on vise 100 personnes formées sur un niveau de qualification et que le levier est de 50, ben on voit bien qu'on a un problème. Ça fait partie des choses qu'on a pu déjà un peu percevoir finalement dans la saison 1. Et quand, avec nos collègues de la Caisse, on fait le suivi ou le lancement des dispositifs de la première saison de CMA, on s'aperçoit que souvent il y a une question de cette nature-là. Et quand vous êtes dans les établissements, vous-même, vous vous rendez bien compte que parfois il y a beaucoup de besoins d'emploi, mais pour les jeunes, eh bien, c'est pas si attractif que ça, ces formations. Et les débouchés ne sont pas forcément si attractifs. Donc on a un gros effort, à mon avis, pour réorienter finalement les flux, qui sont les flux entrants, vers les métiers qui sont des métiers attractifs aujourd'hui, pour les employeurs, mais pas forcément pour les jeunes. Et paradoxalement, parfois avec des bons niveaux de salaire. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail pour lutter contre les stéréotypes de toute nature. Tu soulignais tout à l'heure, Nathalie, les stéréotypes de genre, mais il y a aussi finalement la représentation des métiers sur laquelle il est important de travailler et de faire évoluer la perception, tout à la fois des jeunes, mais aussi des familles, de façon à ce qu'on puisse avoir une meilleure adéquation entre les flux d'entrée et les besoins d'emploi. Les dispositifs qui sont les voies d'excellence professionnelles et technologiques. Mathieu, tu as évoqué les campus des métiers et des qualifications. C'était évidemment un des objets de ce volet. C'est pas le seul, je crois qu'il y en a d'autres. Mais là aussi, l'objectif, c'est de faire en sorte de faire émerger des dispositifs qui soient des dispositifs un peu innovants et qui permettent de faire le lien entre les différents acteurs, entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, notamment entre le -3 et le +3, dans une logique qui est une logique de transversalité et dans une logique d'articulation plus souple et plus fluide. Les voies d'excellence académique se déclinent en 2 sous-groupes finalement. Un premier sous-groupe autour des formations post-bac et en particulier de la mise en place des CPES, donc des parcours un peu préparatoires à l'enseignement supérieur en matière de Bac+3. Et puis évidemment les questions d'attractivité internationale, de master et de doctorat dans une logique là aussi de parcours d'excellence académique. Enfin, sur l'accompagnement des parcours professionnels, peut-être souligner 2 points qui sont nouveaux par rapport à l'actualité en cours, notamment la question de la valorisation de la VAE, qui est écrit en dur, j'ai envie de dire, dans ce dernier volet, qui me paraît important à souligner, puisque ça fait l'objet aussi d'une rénovation de la VAE à travers la démarche REVA, qui me paraît important d'indiquer. Voilà, sur ces volets, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une synergie à mettre en place sur les stratégies qui sont couvertes. Les stratégies ont été réorganisées, il y a 29 stratégies, elles ont été organisées autour des objectifs présidentiels, donc ça permet de les regrouper et d'avoir quelque chose de plus synthétique et sans doute de plus macro pour les approcher, ces stratégies nationales d'accélération. Et enfin, on aura besoin de la zone géographique de couverture du dispositif de formation. On pourra y revenir le cas échéant. Sur les indicateurs, je crois que j'ai déjà pas mal évoqué les choses, donc je vous propose d'avancer et de passer peut-être à la dimension financière. Sur la partie financière, l'annexe financière, contrairement à la saison précédente, sera une annexe commune entre la Caisse et l'ANR. Évidemment, ensuite, après le dépôt, vous pourrez avoir des compléments
selon les besoins des opérateurs. Mais on travaille avec nos collègues de la Caisse pour faire converger les choses, que ce soit plus simple finalement pour vous qui êtes déposants. Et après, eh bien, en fonction de l'opérateur, vous pourrez avoir des compléments d'informations à fournir pour qu'on soit plus précis et qu'on soit plus à même de bien cibler finalement les choses. Les dépenses de personnel statutaire des établissements publics ne sont pas éligibles à la subvention France 2030. L'autre point qui est important à souligner, c'est de dire qu'on attend des cofinancements à hauteur de 30% du coût total du projet, c'est-à-dire que les établissements et les consortia doivent apporter un certain nombre d'éléments. Évidemment, dans les apports, ils peuvent apporter des apports en nature, notamment du personnel. En revanche, il est important de signaler que ces apports ne peuvent pas être des coûts qui sont des coûts d'environnement, c'est-à-dire les fluides, par exemple, ou le bâtimentaire. Enfin, pour les cofinancements privés, évidemment, bien que non obligatoires, ils sont vivement conseillés. Il est certain que les lettres d'engagement des entreprises peuvent être assorties, par exemple, d'une intention de financement. De la même manière, l'action des régions peut être une action en matière de soutien, mais aussi une action en matière financière, ce qui va venir permettre d'aller, on va dire, agréger des éléments aux 30% de cofinancement qui sont à couvrir hors subvention par la MICM. Est-ce que sur ces aspects-là, les collègues qui sont autour de la table, il y a des éléments à préciser ou est-ce que ça vous va bien? Nathalie, je vois que tu as envie de préciser. Pas une précision, mais une information sur la saison 1, donc levée 1, levée 2 et levée 3. Si évidemment nous avions jusqu'à 70% de subvention en moyenne, le pourcentage de subvention qui a été sollicité est de 50%. C'est-à-dire qu'on voit là un engagement des entreprises sur le sujet ainsi que des collectivités territoriales et qui du coup permettent au projet d'être assuré, en tout cas rassure énormément et signifie l'engagement à la fois des collectivités territoriales que sont les régions, mais également des entreprises privées. Très bien. On peut peut-être passer aux questions. Du coup, l'idée, c'était d'être relativement synthétique pour pouvoir laisser justement de la place à l'échange. Merci. Donc, nous avons trois championnes derrière le relevé des questions. Il y a Reine, Maria et Swad qui vont en séquence. Vous en posez une. Reine, tu veux commencer? On peut peut-être commencer par une question simple parce que je vois qu'il y a une question sur est-ce que les documents seront disponibles? Voilà, c'est ça. Est-ce que le replay sera disponible? La réponse c'est oui. Évidemment, l'idée c'est pas du tout d'être dans quelque chose qui soit réservé à un cercle de Happy Few, mais plutôt qui soit largement diffusé et diffusable. D'où le fait que ces webinaires existent. Et puis, ça permettra pour celles et ceux qui, malheureusement, pour des raisons techniques, sont restés à la porte du webinaire, de pouvoir disposer des choses, ou à ceux qui ont été temporairement déconnectés. J'ai vu passer dans le chat quelques collègues qui disent j'ai été déconnecté, donc ça vous permettra de récupérer l'information. Donc oui, tout cela sera disponible. Voilà, c'était pour vous aider à avoir un peu de temps pour pouvoir relayer les questions qui sont sorties sur le chat. Alors, du coup, en termes de date, l'enregistrement sera disponible dans l'après-midi. Clément va s'en occuper. Et concernant les documents, au plus tard, ils seront disponibles lundi. On va essayer que ce soit vendredi, mais sinon, le jour du démarrage étant le lundi 19, ce sera lundi. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions, Reine? Et donc, il y aura bien ce que vous appelez un template des formats types pour la lettre d'intention, pour le dispositif de formation et pour le diagnostic. Ils ont été également amendés avec l'évolution du cahier des charges et donc ils seront déposés et c'est bien ces formats-là qu'il conviendra de renseigner. J'ai vu une question aussi sur les consortiums. Les consortiums doivent
faire apparaître 3 catégories, employeurs ou leurs représentants, organismes de formation ou d'accompagnement et donneurs d'ordre public. C'est-à-dire que, à minima, enfin en tout cas le consortium doit avoir ces 3 représentants d'acteurs qui soient représentés dans le consortium. Il y a une question sur les diagnostics. Bonjour, ces diagnostics seront-ils portés à connaissance via la grande bibliothèque de France Compétences? Oui, c'est un travail qui est en cours sur ce sujet-là et en tout cas en attendant, les diagnostics réalisés sont déposés sur le site du SGPI. On réfléchit même à regarder comment mettre d'autres diagnostics de type CM1 qui peuvent être importants pour le sujet. Je pense à des diagnostics tels qui ont été faits par les EDEC, mais en tout cas, c'est un travail de lien qui est en train d'être réalisé. Une demande sur la date de disponibilité des trams et le délai de 3 mois qui semble assez court. Quelle est la logique entre la lettre d'intention et le dossier? Alors, tu peux me dire la première moitié de la question déjà La date de disponibilité des trams sur le site internet. La date de disponibilité des trams sur le site internet, au plus tard, lundi 19. Les 3 mois semblent un délai assez court. Quelle est la logique entre lettre d'intention et dépôt du dossier? Alors, les 3 mois s'expliquent par le fait que la lettre d'intention doit permettre d'avoir déjà un tour de table sur le consortium, sur voilà, les membres, les partenaires qui vont en faire partie. Donc, la lettre d'intention n'est pas une étape qui dit nous sommes éventuellement intéressés, c'est-à-dire nous sommes en travail et dès qu'on a le go, nous pouvons travailler plus en profondeur. Par ailleurs, nous avons déjà une saison 1 avec des sujets qui ont été déposés, qui sont en train d'être lancés, mis en œuvre. Et du coup, c'est pour cette saison 2 de permettre à un candidat qui a eu un go sur la lettre d'intention du coup de fournir une réponse et de ne pas refuser d'autres déposants puis sur un sujet qui aurait déjà été déposé. C'est la raison effectivement des 3 mois sur le dossier complet à déposer. Sur le site du gouvernement, les fiches thématiques des priorités France 2030 sont indiquées à venir. Quels sont les délais? Effectivement, elles vont être republiées. Donc là, le travail est en cours. On est sur un sujet. On va les publier au fur et à mesure. Ça me permet de vous dire également qu'il y a, donc ça a été dit, les fiches relatives aux stratégies d'accélération sont rassemblées par les grands objectifs assignés à France 2030. Mais il y a également des fiches dédiées aux orientations des politiques publiques concernant par exemple le MESR, évidemment en lien avec les objectifs assignés à France 2030. Comme il y a eu une fiche pour le ministère délégué à l'enseignement et à la voie professionnelle sur la transformation de l'écart de formation, et sera publiée également une fiche d'orientation sur l'enseignement agricole. Donc la matrice qui était évoquée tout à l'heure, il faut à la fois dans vos réponses croiser les volets qui sont mentionnés dans le cahier des charges, les stratégies de cadrage, des stratégies qui va être déposées et les orientations ministérielles. Alors, quid de 2 projets similaires déposés dans une région? Dans les nouveautés, et j'ai vu que Monsieur Le Sgras, Pierre Arène était connecté, nous avons eu un temps d'échange avec les référents, en tout cas éducation sur les sujets des dépôts de dossiers. Lorsque la lettre d'intention sera déposée, la gouvernance régionale, d'où viendra le projet, sera informée du dépôt de lettre d'intention. Donc, 2 sujets similaires dans une même région, ça veut dire que vous ne vous êtes peut-être pas forcément parlé
parlé peut-être par manque de connaissances qu'un autre projet devait risquer d'arriver sur le sujet. Et donc, à ce moment-là, il y aura un temps d'échange en local. Quand c'est des projets qui sont similaires sur 2 régions différentes, nous avons cartographié, et on mettra aussi ces éléments à votre disposition, quelles régions ont travaillé sur quel sujet. Et évidemment, il y a une articulation quand ça répond à des besoins territorialisés, eh bien, il n'y a pas de raison que le projet ne soit pas étudié. Et d'où l'importance de votre diagnostic dans la réponse du dispositif de formation pour qu'on soit bien assuré que ça répond à un besoin, qu'il ait été identifié au niveau national, interrégional ou régional. Une question sur le... Merci, Monsieur Pajon. Une question sur les dossiers de soumission des dispositifs de formation. Doit-il être de 15 pages ou inférieur à 15 pages? Alors, il peut être inférieur à 15 pages, mais en tout cas, vous serez limité en nombre de caractères, en tout cas en nombre de pages s'il va au-delà. Par contre, quand il y a des éléments, nous avons eu des projets qui mettaient des liens hypertextes. Si vous voulez nous orienter vers de la documentation, notamment un business plan qui prend de la place à détailler, enfin, dans le cadre du projet, il peut y avoir un lien, un diagnostic où vous en faites la synthèse en quelques lignes dans le projet. Il peut y avoir un lien hypertexte qui peut conduire, en tout cas le jury, à lire la suite du diagnostic s'il y a besoin de davantage de connaissances sur le sujet. Et élément important, puisqu'on parle du jury, le processus de jury est bien évidemment inchangé, c'est-à-dire qu'une fois que la lettre d'intention a eu le go, que le projet arrive, le projet est poussé vers le jury qui évalue le dossier en toute indépendance et qui remonte ses propositions à l'État, propositions qui sont du coup traitées en comité de pilotage interministériel où il y a du coup l'ensemble des ministères représentés. Alors en pop-up, je vois que des parties de questions, donc c'est pas facile. Une question sur la lettre d'intention. Faut-il préciser les aspects financiers? Alors, dans la lettre d'intention... Oui, alors il ne s'agit pas de les détailler, mais il y a un minimum, c'est-à-dire que la lettre d'intention, elle est de 2 pages. Donc, on ne va pas vous demander un budget détaillé avec un tableau en 50 lignes et 35 colonnes, sans quoi ça mange toute la place de la lettre d'intention. En revanche, il y a quand même un périmètre budgétaire minimal à préciser, notamment, je crois, le coût total du projet envisagé, évidemment le niveau d'aide demandée. Voilà, et puis la nature des apports, sans que ce soit détaillé, mais voilà, la nature des apports. Oui, la lettre d'intention, ça doit être quand même assez convaincant. Et sans éléments financiers, ça va être difficile de porter une appréciation. Donc on a besoin, comme le disait Nathalie, d'avoir un certain nombre d'éléments autour du consortium. La lettre d'intention, c'est pas juste dire « je suis candidat », mais c'est dire on a fait un premier travail, on a un premier état de réflexion qui part d'un diagnostic qui est posé sur des besoins en insertion. À partir de là, on a une réponse et comment cette réponse est structurée, comment elle est organisée à travers un consortium et quelle est la volumétrie financière qui est visée et quels sont les objectifs qui sont atteints par le projet, sans rentrer dans aucun des détails puisque ça tient en 2 pages. Peut-être pour ajouter, parce que les attentions en gestion de projet, c'est un terme, effectivement, on attend une mise en projet. Donc avec derrière peut-être des work packages pour ceux qui sont familiers avec ce terme-là, en tout cas des éléments identifiables et des livrables derrière. Souvent les livrables, ça nous aide à comprendre ce que veut le projet. Et ça, on est très friand. Et donc au regard du work package, vous pouvez aussi dimensionner financièrement ce qui est nécessaire pour le produire, ce qui donne une géométrie. Alors, sur la lettre d'intention, une fois qu'elle nous arrive, les coordinateurs de la stratégie ou des stratégies qui sont mentionnées donnent leur avis, les ministères concernés donnent leur avis, le jury prend connaissance
des avis et du projet, et les territoires à qui sont envoyés la lettre d'intention peuvent vous transmettre des éléments contextuels, et comme c'était dit, à l'issue des 3 semaines, donc nous vous donnons une réponse, en tout cas nous vous faisons un retour, et quand le go n'est pas obtenu à cette étape-là, je vous l'ai dit, hein, le niveau d'exigence est élevé, alors nous vous indiquons pour quelles raisons et quels sont les éléments à retravailler. J'avais à nouveau une question sur les consortia ou le consortium par projet. Les donneurs d'ordre publics sont obligatoires. C'est vraiment écrit dans le cahier des charges. Donc, le premier travail à faire, on est vraiment dans la lecture du cahier des charges. Employeurs ou leurs représentants, les organismes de formation ou d'accompagnement et donneurs d'ordre publics. Et j'avais une question, sont-ils dans les donneurs d'ordre publics, les universités le sont. On a détaillé un petit peu dans le cahier des charges ce qui était attendu, en tout cas les institutions qui étaient attendues dans ce groupement-là des employeurs ou représentants, organismes de formation ou d'accompagnement et donneurs d'ordre public. J'ai 2 questions sur l'attractivité. Donc, la première, comment imaginer de pérenniser un dispositif focalisé sur l'attractivité de nos formations ou des métiers de nos filières? Une petite autre question? En ce qui concerne les dispositifs d'attractivité, quels sont les outils de mesure des résultats attendus? Moi, j'ai une petite idée sur la deuxième question déjà. C'est-à-dire qu'un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, alors c'est peut-être plus facile dans un dispositif de formation classique, mais il y a la mesure du résultat, il y a des éléments quantitatifs dans le temps qui doivent être vérifiés, c'est-à-dire nombre de places ouvertes, nombre de formés et leur évolution dans le temps. Et notamment, tous les dispositifs embarqués dans un projet, dispositif de formation, va être plus convaincant qu'un projet analogue qui n'embarquerait pas un processus d'évaluation itinéraire. Concernant les dispositifs d'attractivité, on peut imaginer que ceux qui ont l'ambition, l'idée, l'envie d'inventer, d'innover, doivent se doter probablement pour être convaincants d'un dispositif de mesure, d'évaluation. Et on peut descendre sur des choses très très concrètes pour illustrer ton propos, Michel. Si on est sur le lien, par exemple, enseignement scolaire, enseignement supérieur, le nombre de candidatures sur Parcoursup d'un certain nombre de formations peut être un indicateur. Voilà. Par exemple, hein, c'est pas le seul, bien entendu, mais c'est pour essayer d'illustrer de manière très concrète. Ça traduit par l'évolution des taux de pression. C'est exactement ça. Quel que soit d'ailleurs le niveau de formation, Mathieu, c'est le taux de pression. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est. Je l'ai illustré avec une plateforme parce que ça rend la chose très pratico-pratique, mais c'est exactement ça. Sur l'attractivité, ce qu'on attend, c'est en tout cas, on va dire, il y a 3 volets. Il y a le sujet, nous aurons besoin de petits scientifiques au sens large, donc ça commence très tôt, on l'a dit, pour faire arriver nos apprenants dans les filières et métiers de l'avenir, il y a il y a un sujet scientifique au sens large sur lequel il est possible de travailler, il y a l'attractivité des métiers et notre attractivité sur des talents, on va dire, plus internationaux. Sur l'attractivité, ce ne sont pas des sujets hors sol d'attractivité. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi vous souhaitez travailler ce sujet. Sur la carte des formations, on sait que certaines formations ne sont pas remplies. Comment peut-on, on ne va pas ouvrir des places là où il y a déjà un sujet où il faut accompagner les apprenants vers ces places-là. Donc, il y a un sujet d'orientation aussi. Donc, c'est bien des sujets qui sont, quelle que soit l'échelle où vous la travaillez,
ancrée sur des besoins identifiés avec des objectifs concrets qui questionnent du coup ce qui existe déjà, comment le faire autrement ou comment l'améliorer et voir un petit peu mesurer les effets, en tout cas, de ce qui est posé comme objectif dans vos propositions. J'avais une question sur le porteur du projet. Pardon, tu voulais continuer? Non, juste en revenant, juste pour dire qu'il y avait 2 formats de réponse qu'on avait un peu identifiés comme étant privilégiés dans le cahier des charges. Je sais que vous y attachez pas mal d'importance sur le fait que ce soit des réponses qui soient parfois à l'échelle nationale et qui servent l'ensemble des porteurs de projets, c'est-à-dire, vous nous aviez dit, ça sert à tous les lauréats saison 1, par exemple, pourraient en bénéficier aussi. Ce qui permet de maximiser en fait le projet et ce qui, du coup, nous intéresse effectivement énormément. Donc voilà, je voulais juste peut-être dire ça. Et puis sinon, l'autre aspect, mais je pense que ça avait déjà été dit, c'est le lien avec des sujets de formation. Et ça vient avec le taux de pression, en fait. C'était un peu la conséquence qu'on a dit avant. Mais voilà, juste la première partie, c'était pour faire le lien avec ce que vous nous aviez dit. J'avais un sujet, j'ai vu apparaître un sujet sur le porteur du projet. Le porteur du projet n'est pas obligatoirement un organisme de formation. Ça peut être effectivement une université, un rectorat, mais également une association, une collectivité territoriale. Voilà, le porteur du projet est celui qui est le plus à même de piloter, en tout cas d'orienter le projet, les transformations attendues, et évidemment, c'est le porteur de projet qui rend compte ensuite, dans le cadre de la contractualisation, des attendus et qui engage son équipe et l'équipe avec lui sur le sujet. Il y a une question très très simple que j'ai vu passer et qu'il faut peut-être à laquelle on peut répondre très facilement. Dans les 3 mois qui sont prévus entre le dépôt de la lettre d'intention et le retour de la lettre d'intention et le dépôt du dossier, le mois d'août est banalisé. Puisque là, il y a quelques questions autour de l'été, donc le mois d'août est banalisé, donc c'est 3 mois hors mois d'août. Alors, Alexis, j'ai vu passer, est-ce qu'une société par action anonyme peut être porteur du projet? Tout à fait. Au même titre qu'une collectivité territoriale, puisqu'on avait également la question. Ou un ESPIG. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nous proposer ou est-ce que c'est déjà taré? Est-il attendu une justification annuelle des apports? Des apports financiers? J'ai pas compris, pardon. Est-ce qu'on peut... tu recommences. Est-il attendu une justification annuelle des apports financiers? Alors, peut-être pas annuel, mais en tout cas, dans le cadre du conventionnement avec une étape de mi-projet, il est certain que ce serait un élément d'appréciation du risque financier si les cofinancements ne sont pas en place à ce moment-là ou n'ont pas déjà donné lieu à un encaissement. Le premier versement de 45% a l'avantage de faciliter la vie et de laisser le temps de mettre en place le cofinancement, notamment en région. Il y a une comitologie qui prend un peu de temps, mais au niveau du mi-projet, oui, c'est nécessaire. Une question sur les diagnostics. Les diagnostics consultables en ligne doivent-ils obligatoirement compléter par un diagnostic lié au contexte spécifique de chaque projet? Ah oui, donc dans le cadre de votre réponse au dispositif de formation, effectivement, il nous faut connaître sur le territoire sur lequel vous allez travailler, le diagnostic que vous faites qui crée du coup la réponse au dispositif de formation. Donc, il ne suffit pas de dire le diagnostic a été réalisé, confirme diagnostic. Il faut nous expliquer dans le projet pour quelles raisons vous proposez ce dispositif de formation.
Il y avait une question qui est peut-être importante puisque ça concerne la nouveauté de la saison 2 avec cette partition lettre d'intention dossier. La question c'était est-ce que la lettre d'intention vaut acceptation du projet? La réponse c'est non. Il y a bien deux phases distinctes. Vous avez une lettre d'intention, si elle est acceptée, eh bien, vous passez à l'étape suivante qui est la constitution et le dépôt du dossier, qui fait l'objet d'une appréciation par un jury, qui peut d'ailleurs être une appréciation en plusieurs temps, une lecture du dossier, combinée avec des auditions. Et donc, il peut y avoir plusieurs strates dans cette affaire-là. Mais la validation de la lettre d'intention ne vaut pas validation et acceptation du projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question sur la saison 1. Quand seront publiés les résultats définitifs de la levée 3, certaines priorités ont-elles épuisé leur enveloppe? Alors, les différents ministres sont en train de faire les annonces de manière plus sectorielle sur l'ensemble des lauréats de la vague 3. Donc, d'ici la fin en tout cas avant les congés, nous aurons l'entièreté des lauréats sur la vague 3. Alors, l'approche par enveloppe, elle a été globalisée, c'est-à-dire qu'à partir du moment, vous avez vu, c'est écrit que la saison 2 s'ouvre avec une enveloppe de 700 millions d'euros. Donc évidemment, nous ferons attention à ne pas dépasser l'enveloppe prévisionnelle sur ce sujet. Pour autant, c'est la force du projet et non pas l'enveloppe qui pilote les orientations et les décisions. Donc, il nous faut atteindre les objectifs assignés à France 2030 sur cette formation des talents en France. Et du coup, ce n'est pas ce qui ferait empêchement à recevoir un projet, c'est le projet d'abord. Peut-être juste Nathalie en complément, ce qu'on a quand même entendu, c'est que certains ministères disent qu'il y a des endroits où il y a une saturation sur certaines stratégies. Et c'est aussi ça l'objectif de la lettre d'intention, c'est d'éviter de faire travailler des collègues sur des projets où la stratégie serait saturée et donc du coup de permettre finalement de dire bah non, là pour l'instant on met une sorte de stop parce que sur telle stratégie, il y a suffisamment d'acteurs qui se sont positionnés. On a besoin de constater un peu les résultats avant de réouvrir finalement d'autres dispositifs de formation. Ce n'est pas une question d'enveloppe, pour le coup, Voilà. c'est une question de ce qui a déjà été répondu. Voilà. C'était un petit complément pour expliquer aux collègues que cette lettre d'intention, elle vient aussi finalement alimenter une réflexion de lien entre la saison 1 et la saison 2. Est-ce que la lettre d'intention permet un déblocage de quoi? J'ai vu passer. Est-ce que l'acceptation de la lettre d'intention permet le déblocage d'une première subvention destinée aux porteurs permettant de continuer la démarche de structuration du projet? Non, la lettre d'intention permet, si elle a le go, de pouvoir aller à l'étape 2, qui est celle du dépôt du dossier complet. Une fois le dossier complet déposé, le jury fait son travail d'évaluation écrite et en étape 2 d'audition des projets. Donc, en aucun cas, la lettre d'intention débloque des fonds pour continuer le projet. Elle indique si vous pouvez passer à l'étape 2, puisque auquel cas, avec un go, c'est que vous êtes dans la cible des attendus. Peut-être une précision. Dans certaines régions, il semble se développer un dispositif d'aide et de réflexion sur l'ensemble des projets qui sont déposés dans les régions et aussi avec une capacité d'accompagnement et d'un peu d'ingénierie pour les projets. Donc, retournez-vous peut-être du coup soit sur les correspondants de la Caisse des dépôts en région pour vous informer sur le sujet ou auprès des régions directement. Il y a une interrogation sur le taux de saturation des stratégies. Est-ce qu'il sera public? Oui.
c'est la fameuse lettre de là où voilà, on vous attend. Le financement de doctorat est-il possible Oui. Oui, d'être intégré dans les projets? oui. Y a-t-il une coordination de cette AMI avec le déploiement des CMQ? Oui, on suit de près l'articulation, puisque vous avez vu que dans le cahier des charges, il est mention d'augmenter le nombre de CMQ et leur flux sur les sujets de France 2030. Ce sont des entités pour nous structurantes du déploiement et de la rencontre du coup du monde de l'entreprise, des organismes de formation et des attentes par rapport aux transformations. Mais peut-être Mathieu, voilà, si tu souhaites. Ce que tu dis, parfait. Voilà. Donc, cette articulation, on a même, pour tout vous dire, identifié les CMQ qui peuvent être dans du flag France 2030, qui n'ont pas encore répondu à la MICMA. Donc, nous vous attendons avec envie de vous lire. Donc, ce sont des lettres de bonnes intentions. Le projet sur le dispositif de formation doit-il s'appuyer de façon obligatoire sur les diagnostics publiés? Sinon, quel niveau d'exigence sur les diagnostics sur lequel doit s'appuyer le projet? Eh bien, c'est s'il y a un diagnostic qui concerne votre sujet sur lequel vous ne pouvez pas vous appuyer, ça veut dire ni au niveau des CARIFOREF, ni au niveau des EDEC, ni voilà, au niveau de CMA, ça veut dire que c'est vous qui avez fait ce travail de démonstration, de nous dire voilà la cartographie des formations, voici les besoins en entreprise, en tout cas dans le monde de la formation professionnelle. Voici les blocs de compétences qu'il nous faut transformer, celles qu'il nous faut développer parce qu'elles n'existent pas encore. Et par conséquent, on vous propose tel dispositif de formation. Donc, effectivement, c'est un dossier qui dit, en fait, tous les chapitres du dossier, du diagnostic tel qu'il vous est demandé jusqu'à la pérennité, à la démonstration de la pérennité du projet, toutes les étapes, en fait, comptent. Quels sont les écarts tolérés entre la lettre d'intention et le dossier final? Sur la question de budget, de consortium. Il y a de la latitude, mais enfin, il ne s'agit pas de le doubler ou de le tripler ou à l'inverse de le diviser par deux. Il y a on va dire, une cohérence qui est attendue. Après, on peut très bien comprendre que sur la lettre d'intention, on est sur un démarrage de projet, une construction de consortium, qu'on n'ait pas évalué de manière précise les choses et qu'il y ait des écarts. Mais voilà, entre un écart qui est un écart raisonnable et quelque chose qui va du simple au double, ça paraîtrait singulier sur un périmètre qui est un périmètre qui reste identique. Si le périmètre évolue entre la lettre d'intention et le dépôt de dossier, on peut comprendre que les écarts budgétaires soient plus grands. Mais voilà, c'est une question de cohérence et de logique entre ce qui est déposé en première intention et ce qui est validé sur la base de cette première intention et le dossier qui sera ensuite plus exhaustif. Donc j'ai envie de dire, on peut avoir des écarts, mais il faut que ce soit cohérent. Sur le calendrier, sur le processus fil de l'eau, quel est le délai de réponse après dépôt du dossier final, du dossier complet? Le jury, voilà, ça on va l'expérimenter. On souhaitait voilà, autour des 2 mois. Donc on va voir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on renforce notre jury de manière à ce que les sujets puissent bien se traiter au fil de l'eau. On peut peut-être, Nathalie, dire juste une chose, c'est qu'on imagine qu'il puisse y avoir un fonctionnement un peu différent entre le démarrage de cette saison 2 et puis, on va dire, son niveau un peu plus de croisière dans la durée. C'est-à-dire, on imagine, et d'ailleurs vous êtes nombreux, donc on pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui vont arriver au démarrage de cette saison 2. Donc ça veut dire qu'on aura sans doute un mode de fonctionnement un peu différent entre cette première partie et puis un fonctionnement plus normal, j'entends, plus régulier. Et du coup, effectivement, il y aura sans doute quelques calages à faire entre ces deux temps-là. Y a-t-il un minimum requis en termes de capacité financière du chef de file? Est-ce qu'une petite entreprise, 4 employés, peut être chef de file du projet de formation?
Après, c'est l'évaluation et la capacité à porter le projet. Par exemple, il y a un lycée d'enseignement agricole est porteur d'un très beau projet de la saison 1, mais parce que du coup, dans le dispositif tel qu'il est décrit, ils se sont dotés d'une équipe projet extrêmement solide qui permet de nous dire eh bien, il n'y a pas de risque, en tout cas associé à ce sujet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mener à bien le projet. Donc, il faut choisir comme porteur. Et du coup, je le redis parce que j'avais eu un message comme quoi ce n'était pas entendu, mais les SAS sont bien à la fois éligibles, en tout cas dans le cadre de la MICMA. Donc, c'est à vous d'identifier quel est le porteur le plus en capacité de pouvoir gérer les fonds financiers. Si on a des questions, si on a des questionnements, ça fera partie des réserves à lever. Mais ce qu'on souhaitait aussi avec cet accompagnement-là plus interactif, c'était de vous dire toutes les réserves qu'on avait préalablement donc au dépôt final du dossier, de manière à ne pas avoir ce temps une fois que le projet est retenu avec des réserves portées et que ces levées de réserves prennent du temps. Donc l'idée est de lever tous ces sujets-là préalablement. Est-ce qu'un projet dispositif peut avoir une dimension recherche? Est-ce qu'il permet le financement de la formation continue? Oui, le financement de la formation continue des enseignants, la réponse c'est oui, puisqu'il y a un volet justement formation de formateurs qui est important et qui participe évidemment aussi de la montée en compétences globales. Donc la réponse là-dessus c'est oui. Et j'ai oublié le début. Un volet recherche. Et un volet recherche. Alors, on a dit que le financement des thèses était possible. Donc, par ce biais-là, on peut considérer qu'il y a un volet recherche. De fait, en revanche, ça n'est pas un appel à manifestation d'intérêt recherche, mais bien un appel à manifestation d'intérêt formation. Donc, l'axe recherche, il est par le financement de thèse et pas par d'autres biais. Ou la recherche pédagogique. Oui, on pourrait imaginer qu'à travers la formation de formateurs, on puisse avoir de la recherche en sciences de l'éducation qui viennent effectivement en appui, tout à fait. Mais quand on regarde les stratégies nationales, c'était pas mon premier angle, la responsabilité. Il y a des thématiques enseignement et numérique qui semblent bien adaptées à ce genre de besoin. Tout à fait. Et le sujet de la formation des formateurs, c'est un sujet qui finalement a attiré notre attention sur la saison 1 parce que pour nous, c'est un maillon qui nous semble en tout cas indispensable pour le bon déploiement des formations. Et du coup, tu m'incites à dire en rebond qu'effectivement, dans le cadre de la réforme de la loi professionnelle déployée par la ministre Carole Grandjean, il est évoqué effectivement dans l'une des mesures comme prioritaire la formation donc, des professeurs au lycée professionnel selon leur discipline, une formation qui aurait lieu tous les 3 ans avec cette nouveauté qui serait soit donc cette formation tous les 3 ans, soit en entreprise, soit en campus des métiers et des qualifications. Donc voilà un effort aussi qui doit être envisagé et d'une manière générale, en revanche, là je parle de politique publique, au niveau européen, c'est, j'allais dire, sur le chemin critique de notre réussite. Donc bien sûr, c'est un volet important. Et on a vu en saison 1, justement, tout le caractère stratégique d'arriver à trouver des personnes, des formateurs de formateurs aussi. Hein. Donc, il y a toujours à l'esprit cette petite mécanique essentielle. Et puis la formation des formateurs, c'est le meilleur levier de l'attractivité au final. Hein. Donc, voilà, il faut à un moment donné peut-être le dire aussi simplement que ça. Une des raisons pour lesquelles la formation continue des enseignants, c'est évidemment dans le périmètre de la MICMA, c'est parce que c'est un levier d'attractivité extraordinaire. On a besoin de prescripteurs pour aller vers les métiers qui sont aujourd'hui des métiers en tension et là où il y a des besoins de modification, on va dire, du périmètre de compétences pour répondre aux enjeux d'insertion professionnelle. Question. La question autour des CMQ. Un CMQ doit-il être labellisé Excellence pour intégrer le consortium ou, si sa labellisation est en cours, pourra-t-il quand même intégrer le consortium? Alors,
Sur les campus des métiers d'éducation, en fait, pour être chef de file, on demande que le campus soit effectivement labellisé Excellence. Maintenant, pour déposer, on n'exige pas qu'il soit labellisé Excellence. Mais en revanche, on va lui demander quand il dépose qu'il ait au minimum un tout petit peu avant déposé au groupe d'experts. Et ça, c'est fondamental pour nous, parce qu'on souhaite que le groupe d'experts des campus des métiers d'éducation ait vraiment toute sa place et soit un peu la première marche, j'allais dire, pour qualifier le fait qu'on a un porteur qui est haut niveau, qui est à l'échelle, qui est structuré. Donc, il y a effectivement ce dépôt en parallèle pour celui qui se dit, voilà, je suis proche de l'excellence, mais j'ai besoin d'un peu de financement, je vais franchir une marche supplémentaire. Donc, il est totalement légitime à venir déposer, j'allais dire, au groupe d'experts et 24 heures plus tard, en AMI CMA. Donc, on ne veut pas bloquer, surtout pas. Derrière, pour être membre d'un consortium, là, on est beaucoup plus souple. Et on pense que, au contraire, c'est très bien d'incorporer, j'allais dire, un campus qui n'est pas encore en capacité de porter, mais qui a envie de bien faire, qui a envie d'aider. Et donc, pour être membre d'un consortium, il n'est pas nécessaire d'être campus d'excellence. Pour aller dans ton sens, Mathieu, on peut même imaginer que des campus qui ne soient pas excellence intègrent des consortia et que par ce biais-là, ça les amène progressivement à l'excellence, quitte d'ailleurs à ce que ça constitue une étape complémentaire avec un autre dépôt sur CMA, sur des volets qui vont permettre d'accélérer finalement aussi les choses avec une autre échelle, avec une autre ampleur ou venir créer des complémentarités par rapport au projet initial. Donc les montages sont divers, variés et doivent en tous les cas permettre d'accélérer la structuration territoriale à toutes les échelles. J'ai vu passer une question sur la production de contenu. C'est un appel à manifestation d'intérêt sur la formation de nos apprenants. Nous n'irons sur la subvention de financement de contenu, de plateformes qui permettent ces contenus, si et seulement si c'est associé à la formation afférente. Stricto sensu, la production de contenu sans autre sujet qui traite de la formation, c'est pas l'objectif de cette AMI. Par contre, évidemment, il y a des contenus qu'il faut transformer, des contenus nouveaux créés, associés, donc qui font partie pleinement intégrante de notre cible, à la condition que ce soit relié à toute l'ingénierie de formation qui va avec. Une question sur le consortium. Quelle application demandez-vous aux partenaires du consortium? Quelle quoi? Application demandez-vous aux partenaires des consortiums? Un partenaire dans un consortium, nous, il contribue à toute ou partie de l'action projetée. Sinon, il n'est pas dans le consortium. Et sa vocation, surtout d'être dans le consortium, c'est d'une part de contribuer en nature ou en valorisation, mais aussi de recevoir une partie de la subvention dans un dispositif qui reste en dehors de la prestation. Peut-être une question pour lever les ambiguïtés. Y a-t-il une durée minimum pour déposer en étape 2 et surtout, y aura-t-il plusieurs levées? Donc, visiblement, il y a une petite On peut commencer peut-être par les levées, c'est plus facile. Il n'y a plus de levée. Vous êtes dans un processus au fil de l'eau, vous pouvez déposer quand vous le souhaitez. Il n'y a plus de levée. Et est-ce qu'il y a une durée entre la lettre d'intention et le dépôt de dossier? À partir du moment où la lettre d'intention donne une acceptation, vous avez 3 mois. Hors le mois d'août. Il y a 2 questions autour des auditions. Est-ce que la phase d'audition du jury est systématique? Et vous venez de parler d'audition. Quel est le déroulé de ces auditions? Alors, le jury statue sur des dossiers, donc qui sont les dossiers de 15 pages avec les annexes et les liens hypertextes dont a parlé Nathalie tout à l'heure. À partir de là, sont convoqués dans cette phase-là certains projets qui sont retenus. Ces auditions, elles sont complémentaires au travail initial du jury sur le dossier et elles amènent en gros une série de questions qui sont posées par écrit au projet. Il ne s'agit pas de représenter la totalité du dossier, mais vraiment de venir fournir des compléments d'information qui sont extrêmement ciblés puisque ces compléments d'information font l'objet de questions écrites sur lesquelles sont attendus donc des compléments
qui permettent au jury de statuer. Peut-on demander un financement pour une entreprise du consortium pour un suivi de stagiaires ou de doctorants? Réponds. Oui. Oui, les suivis de stagiaires et doctorants sont éligibles au financement. Y aura-t-il des présentations de nouvelles fiches sur les stratégies? Des présentations, c'est pas prévu. Alors, du coup, on a une prochaine séance prévue la semaine prochaine, Oui. le 21 à 11 h, si je n'ai pas mauvaise mémoire. Du coup, les documents à ce moment-là vont être publiés. On peut vous proposer un rendez-vous particulier dans le cadre de cette séance pour les examiner. On a, j'ai vu passer une question qui dit: à quel moment pensez-vous pouvoir annoncer les premiers lauréats si on dépose rapidement le dossier? Donc je rappelle le timing parce que manifestement il y a 2-3 petites choses à rappeler. Vous déposez votre lettre d'intention, vous aurez une réponse sous 3 semaines. Voilà. Et donc évidemment cette réponse-là n'est pas une réponse qui consiste à dire il y a un projet lauréat, mais bien vous passez à la deuxième étape qui est le dépôt de dossier. Vous avez 3 mois pour faire cela et comme le disait Nathalie, on imagine avoir à peu près 2 mois de travail du jury voilà, dans ce nouveau processus au fil de l'eau. Donc si vous faites le compte, dans le meilleur des cas, ça veut dire qu'on n'aura pas de lauréat probablement avant la fin octobre, début novembre. Question sur les taux d'aide applicables en fonction de la nature. Alors, les taux d'aide, l'analyse des aides d'État. Du coup, dans la nouvelle rédaction du cahier des charges, il y a des exclusions de dépenses sur l'assiette de calcul de la subvention. Donc, c'est tout ce qui concerne l'immobilier, puisque je crois qu'il y avait aussi une question tout à l'heure sur les constructions. Donc, il n'y en aura pas, on ne financera pas de construction ou d'immobilier. Par la suite, il a été décidé que les coûts d'environnement aussi allaient disparaître et globalement, il faut retenir l'idée que tous les coûts indirects du projet sont réunis dans une seule catégorie qu'on appelle frais de gestion ou frais de structure qui seront plafonnés à 8% globalement et tout autre frais indirect ne sera pas admissible. Donc tous les coûts directs du projet plus ces 8% vont être soumis à l'analyse des aides d'État. Les aides d'État vont définir le montant maximum d'aide recevable. L'expression du taux pourra se faire par rapport à cette masse soumise aux aides d'État, augmentée de coûts de personnel statutaire qui, eux, ne sont pas éligibles aux aides d'État. Donc l'expression du taux ne se fera pas sur l'assiette des aides d'État, mais sur l'assiette des aides d'État plus des coûts de personnel statutaire. Alors, comme on n'a pas de micro, je ne sais pas si cette réponse répond bien à la question. Il y a des questions autour du suivi opérateur, c'est-à-dire quel suivi les opérateurs vont mettre en place pour s'assurer de l'achèvement des différents livrables. On a une démarche en fait de suivi avec un processus qui est assez bien calé. Côté ANR, Michel te complétera pour la caisse, mais avec une réunion de lancement, avec une réunion annuelle de suivi et puis une réunion à mi-parcours et enfin une réunion de clôture. Donc globalement, vous voyez que le suivi est annuel déjà, basiquement, avec quelques étapes qui sont des étapes qui constituent des grands jalons au lancement, à la clôture et en intermédiaire. Alors effectivement, il y aura une séquence de remontée typique à la fois de données d'avancement de projet, donc planning, par action, le planning, l'avancement financier et les livrables éventuellement s'ils sont réalisés à la bonne date. Ça, c'est un rythme manuel, c'est quelque chose qui peut être assez formalisé. Il y a aussi un certain nombre d'indicateurs qui vous seront demandés à remonter sur un rythme manuel. Parallèlement à ça, il y a dans beaucoup de cas des comités de pilotage qui sont tenus. Pour ce qui nous concerne, ce sont soit les responsables régionaux, nos correspondants régionaux qui y participeront, soit dans notre équipe, selon les circonstances et l'organisation qui sera faite. Question ?
Une question, et c'est 2 minutes, hein, il nous reste 2 minutes. La dernière, peut-être. Concernant les cofinancements, est-il possible de prévoir dans le montage financier comme un système d'abonnement à ces formations par les entreprises partenaires? Quelqu'un comprend la question? C'est ce que j'allais dire. C'est une bonne question pour terminer parce que elle est un peu. C'est la question piège. Voilà, elle est un peu délicate. En fait, je vais peut-être essayer d'y répondre en retournant la question. Ce qui est prévu par la MICMA, c'est que la subvention, elle vienne créer finalement toute une série de dispositifs de formation qui sont des transformations de blocs de compétences, l'ouverture de nouvelles places là où il y aurait des besoins, que ça vienne alimenter des dispositifs pour amener du vivier. Et on attend qu'au terme du projet, ce qui a été mis en place soit pérennisé. Donc, si la modalité de pérennisation, c'est un abonnement, pourquoi pas? Voilà, je ne sais pas répondre mieux que ça à la question. Oui, il faudra peut-être prévoir une partie un peu business plan dans le dossier dispositif de formation, le dossier définitif, pour démontrer, si c'est nécessaire, la pérennisation du projet. Une question sur les volumes ou sur les flux. Alors, Effectivement, ouais, j'ai une question, excuse-moi Nathalie, puisqu'elle est intéressante celle-là, et on a déjà quelques éléments de réponse. Est-ce que le critère de masse, c'est-à-dire de création de formations qui ciblent de grandes cohortes, est un critère de sélection des dossiers? oui, c'est à celle-là que j'allais répondre. Donc, on travaille tellement souvent ensemble que du coup, il n'y a même plus besoin de le verbaliser. Donc oui, effectivement, nous attendons des transformations importantes sur les sujets, d'où le sujet des synergies, des alliances potentielles interrégionales que vous pourriez travailler. Et je rappelle que le ticket d'entrée est à 1 million d'euros, donc ça donne aussi l'idée de l'ampleur de la transformation qui est attendue. Et il y avait une question sur le format en tout cas, si la formation continue était du coup rentrée dans le dispositif. Effectivement, on a parlé de la formation initiale beaucoup, mais je le disais dès mon introduction, la formation continue est vraiment un des cœurs de cible de notre AMI compétences et métiers d'avenir. Il n'y a pas seulement la formation initiale, il y a tous les sujets des reconversions, des qualifications, de la multiplicité des choix possibles dans les parcours professionnels. Donc la formation continue est un sujet, des parcours professionnels est un sujet plein et entier et sur lequel nous attendons, nous espérons des réponses importantes. Juste sur le volume, il faut bien rappeler que, évidemment, la volumétrie, c'est un critère fondamental et d'autant plus fondamental qu'elle est appuyée sur un diagnostic. Aussi bien dans les diagnostics qui ont été l'objet de la première saison que dans les diagnostics que vous pouvez établir à partir de toute une série de documents et d'éléments que vous pouvez rassembler sur le terrain. Donc, il va de soi que, indépendamment du ticket d'entrée, dont parlait Nathalie, qui est parfaitement fondamental et puis qui est un verrou, et qui dit quand même qu'il y a une intention de transformation importante, il va de soi que si entre le projet que vous proposez et le diagnostic qui est établi, il y a un grand écart, c'est-à-dire que le projet répond à une toute petite partie du diagnostic posé, ça posera forcément question. C'est une dernière question. On peut répondre à toutes les questions posées lors de ce webinaire. Pourriez-vous créer une FAQ? Elle existe. Elle existe, donc elle est accessible sur le site de soumission de l'ANR. Et comme je le répondais à la question posée, elle mérite une mise à jour et vous y aurez sûrement contribué aujourd'hui à cette mise à jour.
Donc, juste, Madame Vittel, oui, hein, c'est pour ça qu'on a insisté aussi sur un jury augmenté de représentants des entreprises. Et dans les employeurs ou représentants, nous avons nos acteurs émergents, petites, moyennes et grandes entreprises, groupements d'employeurs, comités stratégiques de filière, organisations professionnelles, des syndicats, des fédérations professionnelles, nos OPCO. Donc, c'est un vrai sujet pour nous d'accompagner l'évolution des compétences sur les compétences du coup et métiers d'avenir. Est-ce qu'on a... Le contact. On a eu une question tout de même. Oui, les modalités de contact. Pour savoir vers qui on se retourne en cas de questions complémentaires au-delà de la... voilà. Deux points là-dessus. Le premier point, c'est que si il y a encore d'autres questions, il y a aussi la première chose, c'est qu'il y a la possibilité de les reposer sur le webinaire de la semaine prochaine. Et puis après, vous avez, si je me souviens bien, un contact qui est inscrit. J'ai pas l'adresse en tête. Si tu l'as, toi, Reine? Si, en fait, il y a deux contacts sur le cahier de charge CMA, mais aussi sur le site de l'ANR. Donc, c'est cma@agencerecherche.fr et PIA. Il y a 4 CMA. Voilà, c'est bien. Nous, on répond à toutes les questions qui nous arrivent sur ces différentes boîtes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Mais en gros, c'est sur la page. Voilà. Donc, sur la page du cahier des charges, vous avez les deux contacts où vous pouvez adresser vos questions complémentaires ou celles pour lesquelles vous n'avez pas entendu la réponse ou vous n'avez pas eu le temps de la poser, de manière à ce que vous puissiez avoir des retours écrits. Et puis, nous sommes tous à votre disposition pour que cette ouverture de la saison 2 soit une très belle ouverture. Voilà, on a déjà reçu des demandes, on va dire, d'échange pour des pré-lettres d'intention, mais parce que les webinaires n'avaient pas encore. Merci Sébastien Marmot. Parce que les questions n'avaient pas encore eu de réponse. Donc, n'hésitez pas. L'idée est d'avoir les plus beaux projets possibles. Donc, on peut clôturer là. On peut clôturer, se donner rendez-vous très vite. Donc, et bien sûr, on va organiser, je pense, une ou deux séances complémentaires, peut-être dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, de façon à répondre plus précisément à vos questions. Merci Clément qui vous a mis dans le chat les adresses de messagerie génériques auxquelles vous pouvez poser des questions en étant assez indulgent sur les délais de réponse. Nathalie, merci beaucoup. Merci à tous. Merci au ministère, merci aux opérateurs, merci à notre jury et merci à tous ces candidats sur la LMI CM2, saison 2 de la LMI CM. À très bientôt pour votre projet. Merci. Au revoir. Au revoir.